Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée d'été. Et elle s'annonce délicate cette soirée et surtout bien accompagnée avec la belle équipe de 28 minutes. Bonsoir à vous chers amis. Bonsoir monsieur. Et l'actualité, ce sont ces feux qui frappent toujours la Gironde, le Var, la Côte d'Or et l'impact économique de ces incendies qui risquent d'être tout aussi violents. C'est fou, il ne reste plus rien. Pourtant il n'y avait que des produits métalliques, enfin il y a beaucoup de... il n'y a plus rien, quoi, tout a fondu. C'est là où on est un peu abasourdi. C'est une entreprise qui va falloir reprendre à zéro. Alors face à cette catastrophe, qui doit payer la facture? Le gouvernement a-t-il vraiment les moyens d'aider les régions sinistrées? Les insuffisances financières de l'État pourraient-elles alimenter la colère de ceux qui ont tout perdu? Ou sont-elles à l'origine de l'extraordinaire élan de générosité de ces derniers jours? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, une fois le week-end venu, jonglent avec leurs chroniques sur les plus belles places de France, à savoir Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Au programme ce soir, Marjorie. Après les humains, ce sont les marmottes qui débarquent sur la plateforme érotique OnlyFans. Je vous rassure, en tout bien, en tout honneur, c'est l'idée qu'a eue une équipe de scientifiques américains pour financer justement la recherche sur ces rongeurs. Ah oui, en effet, on comprend bien cette recherche. Et vous, Théophile? Vent de panique dans le monde de l'intelligence artificielle. Les plus grandes stars du secteur viennent de signer une pétition pour demander de freiner le développement de l'IA après une série d'incidents que vous allez voir méga flippants. Perdre le contrôle de l'intelligence artificielle. Je vous raconte comment ça marche. C'est assez effrayant. On vous retrouve tout à l'heure, car avant cela, nous allons parler secret de famille. Alors attention, pas le petit secret. Non, plutôt le genre de révélation qui bouscule, mais toute une vie. Imaginez, vous pensez être une femme blanche née en Normandie, alors qu'en fait, vous êtes une femme noire et antillaise. Cette histoire est vraie, et c'est celle de l'écrivaine et cinéaste Marie Binet, avec Une femme qui ment. Elle poursuit sa quête d'identité, et elle vient nous en parler tout de suite, dans 28 minutes. Bonsoir Marie Binet. Bonsoir. Vous êtes écrivaine et réalisatrice. Votre dernier livre s'intitule Une femme qui ment, publié aux éditions Maurice Nadeau. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Bonsoir Julia Vonest. Bonsoir. Alors, il y a une chose qui m'a intrigué, c'est dans la 4e de couverture de votre livre. À la fin, il y a marqué un roman d'aventure. Aventure au pluriel. Mais pourquoi vous dites que c'est un roman alors que vous racontez votre vie, en fait? Je parle l'histoire de ma mère, et ma mère avait une vie absolument romanesque. Ouais. Et pour moi, c'est un personnage de roman. Et je pense que pour le lecteur aussi, c'est extraordinaire de rencontrer Mata Hari vu sur une autre planète, prendre une identité pareille, inventer qu'elle est la petite fille d'une princesse hongroise, donner la généalogie de ses origines, vivre toute sa vie en étant pas française, en étant décalée, en ayant un charme fou, mais toujours un mystère. Alors, on va parler de tout ça, et justement aussi de votre mère, de vos origines. On regarde ça dans un instant, mais juste avant, on va voir pourquoi vous avez le profil idéal pour parler de cette thématique, et Olivier Boucreux vous explique pourquoi. Marie Binet, après 5 livres et plus de 45 documentaires, vous reprenez la plume pour poursuivre l'enquête de votre vie. Dans Une femme qui ment, la vérité finit par sortir du tiroir pour faire parler les silences. Vous avez le profil idéal. Vous naissez en Normandie, blonde et blanche auprès d'une mère noire très claire de peau qui se dit américaine. Vous étudiez l'art, l'anglais et les lettres à la Sorbonne, puis devenez pendant 3 ans l'assistante d'Éric Rohmer, figure de la Nouvelle Vague. Marie Binet, qui était mon assistante pour le beau mariage, m'a montré sa maison de Port-de-Mer. Vous passez derrière la caméra, films d'art, portraits d'artistes et plus tard, les contes secrets ou les Romériens consacrés à votre ancien mentor. Le 21 mai 1979, votre mère Agnès meurt brutalement en dansant avec votre père. Dans un tiroir à double fond, vous découvrez une pochette, faux papier, non différent, lieu de naissance contradictoire. Sur ces papiers d'identité, la date de naissance n'est jamais la même. Je vois ici 1919, née au Carbet, USA. Celle qui se disait née près de Miami et fille d'un prince hongrois venait en réalité de Martinique. Vous transformez cette enquête en documentaire. Dans Noir comment, en 2002, les visages remplacent les documents. Un demi-frère abandonné enfant, le portrait d'un grand-père noir, une famille effacée. Avec votre fille Lucie, vous partez là-bas. Vous vous découvrez antillaise et renouez le fil entre 3 générations de femmes. D'abord, il a fallu passer tous les interdits, parce que mes frères et sœurs me disaient c'est secret, ça t'appartient aux morts, ça t'appartient pas.
Le film est plusieurs fois primé. En 2016, vous prolongez cette quête avec le roman Dans la peau d'une blanche. 10 ans plus tard, vous reprenez toute l'enquête dans Une femme qui ment, en y ajoutant une découverte décisive, la preuve que votre arrière-grand-père était né d'un père esclave. Le secret d'une mère rejoint alors l'histoire coloniale et celle de l'esclavage. En guise de conclusion sur la vérité, vous dites qu'elle n'est jamais toute nue, mais parfois amère, triste ou scandaleuse. Voilà, Marie Binet, donc Une femme qui ment, votre dernier livre. Alors, c'est une histoire intime assez extraordinaire, parce que c'est vrai que Olivier en parlait. Lorsque votre mère disparaît, là, vous découvrez dans un tiroir à double fond des documents. Et là, vous comprenez que pendant 23 ans, en fait, votre mère vous a menti sur qui elle était, en fait, véritablement, qu'elle s'était inventée aussi une vie. Et c'est là, en fait, où vous commencez votre enquête. Oui, en fait, rien n'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je vois que le document n'est pas sa vraie date de naissance, n'est pas le vrai lieu. En fait, c'est le mystère qui est posé. Mais le début de l'enquête commencera tout simplement grâce à une personne que j'ai rencontrée qui s'occupe du service des personnes disparues. Et là, j'ai recommencé un système, parce que tout être humain a le droit de connaître ses origines. Donc c'est une histoire de découverte de mes origines, en réalité. Mais ça passe très très vite à un autre niveau. Je m'aperçois que mes origines entrent dans une autre histoire, et qui est une histoire du colonialisme, qui est une histoire des Antilles, une histoire d'humanité, en réalité. Voilà, quand votre histoire croise aussi l'histoire de France aussi, enfin voilà, notre histoire à tous. Notre histoire à tous, y compris l'histoire que j'ai appris enfant, puisque j'ai tout appris comme si j'étais une petite Normande. C'est ça. Et tout d'un coup, j'ai découvert que pas du tout. Et il s'était passé quand même beaucoup de choses. Alors que vous aviez des aïeuls esclaves. Alors, je n'ai pas découvert les aïeuls esclaves. Je suis allée après. D'abord, j'ai découvert un demi-frère. C'était déjà une personne extraordinaire que j'ai rencontrée, Jean-Marie. Après, lui m'a dit, on vient des Antilles. Je suis allée aux Antilles. Aux Antilles, j'ai rencontré 25 cousins. Ma mère était seule au monde, elle n'avait jamais eu de famille. Tout d'un coup, des cousins magnifiques, intelligents, ayant de l'humour, et me prenant par la main, comme si j'étais une petite fille, pour apprendre les non-dits d'une société, pour apprendre tout ce qui ne se dit pas, tout en étant... comme quand on vit dans une famille, il y a toujours plein de choses qui ne se prononcent pas, mais que finalement on connaît. Et eux m'apprennent cette part antillaise, jusqu'à ce que, effectivement, j'avance dans le film. Je prends des éléments les uns après les autres, j'essaye de construire une histoire. Quelquefois, j'imagine l'histoire, et puis je remplis les trous pour pouvoir poursuivre l'histoire. Et entre-temps, j'ai la preuve de ce que j'avais imaginé qui était vrai. Enfin, des choses, c'est absolument étonnant, c'est haletant. À chaque fois, les découvertes s'enchaînent les unes dans les autres et concordent et croisent les moments historiques. C'est une quête qui dure quand même 25 ans, quand même. Ça fait 25 ans que vous travaillez quand même votre passé, cette matière que vous travaillez depuis 25 ans. Oui, pas d'une manière permanente, bien sûr, mais permanente dans le désir d'en connaître plus, d'avoir le détail, de comprendre ce qui s'est passé dans l'esprit de cette femme. Et au début, je pensais à ma mère, ma maman. Quand j'ai écrit le livre, je pense à un personnage, à une femme, j'essaye de la comprendre. Justement, moi j'ai une question quand même. C'est-à-dire que vous êtes assez sévère avec votre père, qui savait toute l'histoire, qui n'a rien dit, avec vos frères et sœurs, qui n'ont pas voulu savoir, mais beaucoup de tendresse pour cette maman, c'est cette femme qui ment pourtant. Oui, en fait, j'aimais ma famille, j'aimais tout le monde. Mais je ne voulais pas... je ne supportais pas l'idée qu'elle soit invisibilisée, qu'elle soit morte et disparue, et qu'on n'en parle plus. Que toute parole, même avec de l'humour, parlant de son passé, était interdite. Donc c'est peut-être un grand cri féministe, une grande volonté de résistance, en disant non, elle avait une histoire, elle était une femme intelligente, toutes les femmes toutes les femmes autour de moi aussi doivent avoir une histoire. On doit prendre en main parce que l'histoire, c'est l'identité. Il n'y a aucune raison qu'elle n'ait pas d'identité. Et justement, l'histoire, en fait, de votre mère rejoint
en fait celle de beaucoup d'autres, on va le voir avec vous, Julia, qu'au XXe siècle, des Noirs américains se sont aussi fait passer pour des Blancs afin d'échapper à la politique de ségrégation. Des Afro-Américains au teint clair et aux traits européens qui sont nés pour beaucoup dans des familles métissées. C'est le cas d'Anita Hemmings, descendante d'esclaves. Elle a caché ses origines africaines et grâce à ça, elle a pu intégrer en 1897 une université d'élite jusqu'alors exclusivement réservée aux femmes blanches. C'était une manière d'échapper à ce qu'on appelle la One Drop Rule, la règle de l'unique goutte de sang. Pendant longtemps, en fait, aux États-Unis, était considérée comme noire toute personne ayant une goutte de sang noir. Il suffisait d'un seul ancêtre d'ascendance africaine. Donc, beaucoup ont pratiqué ce qu'on appelle le passing, c'est-à-dire passer pour, quand une minorité sociale, ethnique ou religieuse change d'apparence ou d'identité pour échapper au racisme et tenter d'intégrer l'élite sociale. Autre cas célèbre aux États-Unis, William Ellis, né esclave au Texas, il s'est fait passer pour un Mexicain et au début du XXe siècle, il a réussi à faire fortune. Marie Binet, vous, votre mère, elle a pratiqué une forme de passing. Pour quelles raisons, selon vous? Est-ce que c'était une manière de monter socialement ou c'était parce qu'elle avait honte de sa couleur de peau? Alors, en français, en Martinique, on dit passer la ligne. En fait, passing, passer la ligne. C'est-à-dire, effectivement, échapper au destin humiliant qui est d'être descendant d'esclaves. On sait pourquoi. Et donc, elle est arrivée très intelligente, est arrivée dans une école, elle a eu une bourse dans un grand lycée bordelais, elle était avec des jeunes femmes qui avaient des préceptrices anglaises, et elle a inventé qu'elle avait, pourquoi pas, quitte à choisir une autre identité, elle a choisi la princesse hongroise. Bien sûr. Elle a commencé très tôt, parce que c'était déjà la seule manière aussi de vivre dans le milieu qu'elle souhaitait avoir. C'était aussi une manière de vivre la meilleure vie possible. Donc voilà, l'histoire de son mensonge est là, mais après, une fois qu'elle a créé ce mensonge, ça commence une vie très très dure de solitude, puisqu'on ne peut plus rien échanger avec personne, puisque personne n'a de référence par rapport à son passé, par rapport à son histoire, par rapport à ses ancêtres. Plus personne c'est comme si elle est sans famille, quoi. Elle est complètement sans famille, sans histoire. Alors, Marie Binet, j'aimerais vous montrer un dessin qui avait été réalisé par votre compagnon, aujourd'hui décédé, qu'on connaît, l'artiste Roland Topor. C'est celui-ci. Et ce dessin, il raconte votre combat, un peu votre acharnement. Est-ce que vous pourriez me le décrire un petit peu? Alors à ce moment-là, c'est la petite fille qui tient désespérément les bras les jambes de sa mère, qui est blanche et qui, de l'autre côté de l'outre-Atlantique, devient noire. Il y avait déjà le passage à l'inverse. C'est le passage de la ligne à l'inverse. La petite fille qui va devenir noire si elle s'accroche encore beaucoup. Et c'est la question qu'on m'a posée quand je suis arrivée en Martinique. Mes cousins m'ont dit « Quel effet ça t'a fait quand tu as su que tu étais noire ?» Et là, j'ai vraiment eu du mal. J'étais entourée de gens merveilleux, sympathiques, qui m'apprenaient tout. Et je ne pouvais pas dire je ne suis pas noire. J'ai dit, eh bien si, en fait, j'ai appris comme ça une part dorée de cette histoire, dorée de vous rencontrer, d'être avec eux. Et puis, plus tard, après le film que j'ai réalisé, qui est passé au Canada, qui a eu une belle carrière, quelqu'un m'a envoyé un papier d'identité, qui est un papier d'identité qu'on a créé spécialement pour donner un nom aux esclaves en 1849. 48, et oui, l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage. Oui. Et j'ai compris que tout simplement cette goutte dont on parle aux États-Unis, la goutte, c'était ça, être noir. Donc, je suis devenue noire en ayant tout d'un coup la révélation de cet ancêtre. Et on comprend maintenant pourquoi. Cette question que je vais poser au début, pourquoi il y a marqué roman d'aventure? Parce qu'on a vraiment l'impression, en effet, de vivre une aventure. C'est votre vie, tout simplement, et celle de votre mère, de votre famille. Merci beaucoup, en tout cas, Marie Binet. Une femme qui ment, publiée aux éditions Maurice Nadeau. C'est à lire, bien sûr, même sur la plage. Et merci à vous d'être passé par le plateau de 28 minutes pour nous en parler.
Merci, je suis enchantée. Eh bien également. Passons à notre débat. Quelles seront les conséquences économiques des incendies qui ravagent la France cet été? Alors au-delà du bilan matériel et écologique, le coût de la destruction par les flammes va peser fortement sur les finances régionales. Saison touristique écourtée, chômage technique, de très nombreuses entreprises subissent de plein fouet l'impact des feux de forêt. Alors faut-il un nouveau quoi qu'il en coûte pour remettre la région sur pied? Faut-il imaginer un plan de solidarité plus large ou revoir notre modèle de mutualisation des risques? La solidarité des Français est-elle en train de pallier les insuffisances de l'État? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. C'est le jour d'après. Après le choc des incendies vient l'heure des comptes. 40 000 entreprises impactées en Gironde. Ce matin, à Bercy, le gouvernement entendait les rassurer et réaffirmer les mesures annoncées ces dernières heures. L'État sera aux côtés des entreprises, nous l'avons dit, nous le sommes déjà. Le recours au chômage partiel pour les entreprises qui sont dans le secteur évacué, comme celles qui ne sont pas dans le secteur évacué, pouvaient être ouverts aux entreprises. C'est un premier niveau d'aide. Des aides, mais pas de quoi qu'il en coûte. L'exécutif dit privilégier la mise en place de dispositifs dits ciblés cette fois-ci. Face à l'ampleur des dégâts, la société civile semble consciente de cette nouvelle réalité. Les appels aux dons se sont multipliés ces derniers jours, on les compte par centaines. Même le président de la République a mis de sa personne pour mobiliser les Français, comme ici pour la forêt de Fontainebleau. Je compte donc sur chacune et chacun pour pouvoir, dès maintenant, donner pour la forêt de Fontainebleau et nous permettre de faire le travail dans la durée, de replanter, de rebâtir. Plus d'1 million d'euros a d'ores et déjà été collecté. Que ce soit pour sauver les forêts ou pour venir en aide aux victimes, l'élan de solidarité des Français a été massif ces derniers jours. Des solutions ponctuelles pour des risques amenés à se reproduire. Face à ce constat, c'est tout le système de prise en charge de ces sinistres qui doit être revu selon certains. C'est le cas de cet assureur. Un assureur doit tout faire pour rendre les choses assurables. Mais il n'est pas le seul acteur pour qu'on puisse maîtriser les événements, leurs charges et leurs impacts. Il faut que les collectivités locales soient impliquées, il faut que l'État puisse agir, il faut que chacun se sente concerné. Alors, qui pour payer? Face au risque accru d'incendie et de canicule, faut-il repenser tout le système de protection? Les élans de solidarité sont-ils une réponse au manquement de l'État? Voilà, et pour en débattre ce soir, nous recevons Jacques Grandin de L'Éprevier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste environnement et économie à l'Opinion. Selon vous, tous les secteurs d'activité de la région sont impactés et on ne pourra pas sauver toutes les entreprises de la faillite. On parle au minimum, dites-vous, de dizaines de millions d'euros de pertes avec possiblement 50 à 100 millions de pertes, rien que pour le tourisme. À vos côtés, David Kella, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, maître de conférences à l'université d'Angers. Selon vous, une grande partie du coût pour l'État sera la reconstruction des infrastructures, ce qui rapporte plus que ça ne coûte. Si cette situation va représenter, dites-vous, un coût énorme pour les assureurs, elle n'est pas totalement exceptionnelle, elle est comparable à la tempête de 1999. Et puis Sébastien Sédot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué général de Roham. Alors Roham, c'est une association professionnelle qui regroupe 85 sociétés d'assurance. Selon vous, les assureurs paieront la facture, mais n'iront pas au-delà de ce qui est prévu dans les contrats par ailleurs. La solidarité citoyenne représente, dites-vous, une fierté nationale, mais cet élan ne doit certainement pas devenir un socle sur lequel on capitaliserait pour l'avenir. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Hélène, et les chiffres du jour. Oui, regardez, 19 500 entreprises fermées. Plus de 61 000 salariés qui sont toujours empêchés aujourd'hui en Gironde suite au méga-feu d'aller travailler. Pas de chiffre encore global sur le coût de ces incendies. Est-ce qu'on peut imaginer, Sébastien Sédot, qu'il se rapproche ce coût de ceux de 2022 par exemple, où là aussi il y avait eu des méga-feux dans les Landes, ou alors est-ce que ça sera, on le sait déjà, pire? Alors, c'est très difficile puisque les événements sont encore en train de se produire devant nous, donc c'est très difficile d'établir d'ores et déjà des premiers chiffrages. Mais j'enfonce une porte ouverte en disant que forcément il faut s'attendre à un bilan économique et à un bilan en termes de pertes assurées qui sera supérieur, vous l'avez dit, aux épisodes de 2022. Je rappelle que les incendies de 2022 dans la région, ça avait été à peu près 2000 sinistres et 80 à 100 millions d'euros de dommages versés aux assurés. Donc je pense qu'on sera sensiblement sur une échelle bien différente pour les épisodes qu'on a ici. Le méga-feu en Gironde, mais il ne faut pas oublier aussi, il y a d'autres théâtres
en France. Mais surtout que la surface, à l'époque, était moins importante que celle brûlée aujourd'hui. Alors, Jade Grandin-Léprevier, forcément, il y a deux secteurs qui sont particulièrement touchés. Il y a le tourisme et l'hôtellerie, et ça pèse très lourd dans cette région du sud-ouest, Landes et Gironde. Oui, et là, ils attendaient la suite de la saison avec impatience, parce que dans le tourisme, ils réalisent parfois la moitié de leur chiffre d'affaires en été. On pense évidemment, par exemple, au camping, ils font 40% de leur CA en août seulement. Mais en fait, il y a plein d'autres professions auxquelles on ne pense pas forcément, qui sont des maraîchers, des saisonniers qui vont sur les marchés de l'Atlantique pendant toute la saison d'été. Toute une économie comme ça de services, ça peut paraître caricatural, mais des professeurs de yoga ou de surf. Bien sûr, oui. Et pareil, on sait que c'est une région où il y a beaucoup d'activités dans le vin. Oui. Il y a beaucoup d'événements normalement. Et du coup, quand il y a de l'événement, il y a de la communication, des traiteurs. Donc c'est en fait toute une économie locale qui a été déjà coupée du monde parce qu'il y avait des gros problèmes logistiques, de transport, et qui en plus perd les mois d'activité qui étaient les plus importants pour eux. Et en effet, le chiffre, c'est que c'est des dizaines de millions d'euros potentiellement de pertes pour le tourisme, avec une crainte à moyen long terme, c'est que les touristes ne reviennent pas parce qu'ils auront peur qu'il y ait des feux comme ça chaque année qui gâchent leurs vacances. Pour 2027 notamment. Pour 2027, oui, c'est ça. David Callas, c'est vrai aussi, ça, dans le Var. On peut imaginer, on peut comprendre cette inquiétude que les touristes ne reviennent pas dans certaines régions de France aujourd'hui. Oui, on peut comprendre, mais bon, après, l'actualité, vous savez, elle passe très vite aussi. C'est-à-dire que là, pour les gens concernés, c'est un traumatisme dont ils vont pas oublier. Mais pour ce qui est des touristes, voilà, je ne suis pas certain que les touristes arrêtent de venir dans le sud-ouest à cause de ça. Par contre, parmi les coûts, on n'a pas parlé, mais la filière bois, c'est très important dans la région Nouvelle-Aquitaine. À la fois le bois d'œuvre, mais aussi la papeterie, tout ce qu'il y a autour. J'ai regardé ce matin, c'est quand même 10 milliards de chiffre d'affaires par an autour de la filière bois, 56 000 emplois. Et là, on a quand même 10% de la forêt, plus de 10%, qui a brûlé. Et justement, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, là, David Callas, on a déjà connu un tel choc économique sur une seule région, comme ça? Alors, lié à une catastrophe climatique, pas à ma connaissance. J'ai pas de. Là, effectivement, c'est très concentré. Bon, encore une fois, on ne connaît pas le coût total, sûr, ouais. Mais le coût, il est à la fois les pertes de touristes et tout à l'heure, voilà, vous l'avez très bien dit, il n'y a pas que le tourisme au sens strict, c'est-à-dire l'hôtellerie et la restauration. Il y a aussi tous les services autour. Et puis voilà, la filière industrielle du bois. Et puis après, il y a aussi des destructions dans des zones d'activité. Et donc là aussi, on a des entreprises qui ont pu voir leur entrepôt disparaître à cause des incendies. Sébastien Seydoux, il faut s'attendre à de la casse, à des faillites. Alors, il peut y avoir, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y aura des entreprises qui, dès lors que vous baissez le rideau et qu'il y a une rupture d'activité totale où il n'y a plus de chiffre d'affaires, si la trésorerie de ces entreprises était déjà un petit peu fragile avant la saison, l'événement et l'épisode qu'on a devant nous est un facteur aggravant qui peut pousser peut-être certaines entreprises dans des situations très difficiles. Après, il y a un certain nombre de mesures qui sont mises en place à la fois par les pouvoirs publics et aussi par les assureurs pour essayer d'absorber au maximum la crise, mais c'est un scénario qui est bien sûr possible. Dire qu'il y aura zéro faillite, je pense que c'est un petit peu naïf comme lecture. Alors à propos justement des situations, des annonces qui ont été faites ce matin, notamment Jade Grandin de L'Éprevier. On va regarder quelques-unes qui ont été annoncées. En effet, on le voit, il y a donc du chômage partiel, il y a aussi des aides d'urgence pour les travailleurs indépendants, le report aussi de certains prêts bancaires pour les particuliers. Ce genre d'aide, aujourd'hui, on sent, est-ce que ça peut vraiment donner aujourd'hui de l'oxygène, ou alors c'était le minimum aujourd'hui que l'État pouvait faire? C'était important de le faire. Après, la question, c'est sur quel périmètre ils le font. C'est un peu ce qu'a expliqué le ministre de l'Économie, Roland Lescure, ce matin. Il a dit, tout ce paquet d'aides, pour le moment, c'est uniquement pour les entreprises qui ont soit brûlé, soit ils sont dans les zones évacuées. Mais il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont touchées. Donc oui, c'était le minimum. Et maintenant, il y a une vraie discussion un peu politique et économique avec les secteurs concernés, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas en zone évacuée ou affectées par les flammes, qui en fait n'ont plus d'activité parce que les gens sont partis, leurs salariés ne sont plus là, ils ne peuvent pas travailler en extérieur
ou alors on doit leur donner des masques FFP2. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont affectées par cette crise, mais qui n'ont pas forcément le droit à tous ces dispositifs publics. Il y aura une question sur l'indemnisation qu'elles pourront avoir de la part de leur assureur. Et c'est pour ça aussi que, économiquement, la facture risque un peu de s'étaler. Et ce n'est pas un quoi qu'il en coûte comme pendant le Covid où tout était pris en charge. Certains ont demandé le quoi qu'il en coûte, on l'a entendu, comme au temps du Covid. C'est la réponse du ministre de l'économie ce matin était assez claire. Je vous propose de la regarder. Et tout le monde le sait aujourd'hui que, franchement, le ministre de l'économie et des finances, il n'a plus beaucoup d'argent, mais aider ceux qui sont en première ligne, qui sont plus affectés, oui. Arroser de manière indéfinie des gens qui souffrent et des gens qui, il faut le reconnaître, souffrent moins, ça serait pas raisonnable aujourd'hui. Je pense que tout le monde peut comprendre que face à cette situation exceptionnelle, il faut des dispositifs exceptionnels, mais bien ciblés, qui sont adaptés aux situations des uns et des autres. Je pense que c'est du bon sens. Donc David Kella, pas d'aide, des aides ciblées, mais pas de quoi qu'il en coûte, ça on a bien compris. C'est trop dangereux financièrement. Le problème, c'est que, en fait, comme on l'a dit, contrairement à la plupart des catastrophes, en général, ça touche les agriculteurs en période de sécheresse ou des secteurs d'activité très précis. Là, on a en fait plusieurs secteurs d'activité qui sont touchés. Moi, je sais pas, j'ai des amis à Bordeaux, c'était irrespirable, et donc ça posait la question de la santé. Donc des gens sont partis pour ces raisons de santé, pour pouvoir respirer. Et donc il y a des activités qui ne sont pas concernées directement par les incendies, mais qui sont concernées de manière indirecte par les incendies. Et le problème, c'est que, bien sûr, c'est nécessaire d'indemniser le chômage partiel. Parce qu'en fait, le souci qu'on a quand on est une entreprise, qu'on n'a plus d'activité, parce qu'on a été évacué, donc forcément, on ne peut plus techniquement travailler, ou alors on est victime d'un incendie. Donc forcément, le fait d'avoir du chômage partiel, financé par le gouvernement, ça permet de garder les compétences. Et une fois à la reprise, de pouvoir recommencer l'activité lorsque les conditions le permettent. Et le souci, c'est qu'en voulant trop cibler sur les secteurs directement touchés, sans aller voir ceux qui ont fait une perte d'activité, je pense que là, on va perdre des compétences. Donc, l'idée d'indemniser... Non, mais je pense, par exemple, vous êtes, je sais pas, une brasserie au centre de Bordeaux, vous n'avez plus de clients, mais vous n'êtes pas directement concerné par les incendies, parce que l'air est irrespirable. Donc, forcément, là, il y a quand même des questions qui se posent. Si vous avez des faillites de commerce qui sont liés indirectement aux incendies, mais que vous n'êtes pas dans le périmètre des aides, c'est quand même un peu dommage. Sébastien Sado, c'est entendable, ça, le côté ciblé plutôt que général, en disant, en effet, on va faire des cas particuliers, en effet, ceux qui sont le plus touchés doivent davantage toucher d'argent que ceux qui sont éloignés et qui auraient moins subi. Alors après, c'est la responsabilité de l'État de cibler ou pas tel ou tel dispositif. On a bien compris que le quoi qu'il en coûte ne s'appliquerait pas à l'échelle de cette crise. Après, nous, c'est la réponse que les assureurs, en tout cas ceux qu'on représente, peuvent faire. C'est dans le cadre de ce que prévoit le contrat aujourd'hui. Quand votre maison a brûlé, bien sûr, vous êtes indemnisé au titre de la garantie incendie de votre contrat. Je rappelle, ce n'est pas une catastrophe naturelle, c'est une garantie bien spécifique de votre contrat. Et lorsque vous êtes un professionnel ou une entreprise, c'est votre contrat multirisque professionnel qui est appelé en garantie. Mais là, cette fois-ci, les cas de figure sont très différents. Votre commerce a été brûlé, vous êtes indemnisé par cette garantie incendie. En revanche, vous êtes une entreprise, vous avez dû baisser le rideau parce que c'est la conséquence d'une évacuation, d'un ordre d'évacuation, vous êtes indemnisé. En revanche, pour ceux qui auraient une baisse dans l'hôtellerie, par exemple, une baisse d'occupation et des annulations de réservations en cascade, ça, cette perte économique... Il a quand même fallu, excusez-moi, je vous interromps, il a quand même fallu vous tordre un peu le bras, les assureurs, le gouvernement, quand il a fallu reloger dans l'urgence. Alors, je ne sais pas, j'étais pas dans cette réunion à Bercy, donc je sais pas, moi, en tout cas, on m'a pas tordu le bras. L'engagement qui a été pris par la profession dès lundi, c'est effectivement d'allonger les procédures d'indemnisation jusqu'au 31 août pour les déclarations, et puis la prise en charge des frais de relogement pour les 220 000 évacués sur une durée de 3 semaines. Alors, c'est une disposition, alors il faut aussi laisser le temps aux assureurs de se parler aussi entre eux. Donc là, c'est un engagement qui a été pris par tous les assureurs. Et d'autres ont pris ensuite des mesures plus individuelles, d'initiatives, de solidarité en direction de leurs propres assureurs. Alors, ça paraît étonnant, Jade Grandin, l'éprevier, vous venez de le dire, Sébastien Sado, ce n'est pas une catastrophe naturelle. Ça paraît étonnant d'entendre ça, parce que là, en effet, on a l'impression, et en effet, les incendies comme les méga-feux ne sont pas considérés comme des catastrophes naturelles, comme les inondations, les tempêtes. Est-ce qu'il faudrait que ça change maintenant, parce qu'on a du mal à le comprendre, c'est vrai, là.
Oui, là c'est un peu une dénomination administrative, c'est-à-dire c'est pas dans le régime CatNat. Et pourquoi il y a une vraie question, et d'ailleurs ça répond aussi à votre question. Catastrophe naturelle, donc CatNat. Oui, pardon, CatNat, c'est pour catastrophe naturelle, qui est un régime d'indemnisation spécifique pour des catastrophes qui sont tellement énormes, qui causent tellement de dégâts que c'est un peu public et privé. Et le problème qui se posera à long terme, c'est qu'on sait que les méga-feux vont devenir beaucoup plus fréquents. En fait, les vagues de chaleur en France vont être multipliées par 5. Il y aura un risque de départ de feu qui va aussi être démultiplié à cause des sécheresses à répétition qui fragilisent la végétation, à cause du manque des précipitations un peu erratiques. Donc, il risque d'y avoir beaucoup plus de méga-feux. Est-ce qu'on peut se permettre, à chaque fois qu'on aura ça, alors que ça va se démultiplier, de garder ce système actuel où on voit bien qu'on est quand même dans l'urgence, avec des dispositifs d'urgence. Et je pense que c'est pour ça que l'État fait très attention à ce qu'il promet, parce que le risque, c'est que l'année prochaine, ça soit pareil et qu'on lui dise je veux, moi aussi, mon chèque, faites comme vous avez fait en 2026. Mais si ça se multiplie, il faudra que l'économie soit plus résiliente et en effet qu'on vérifie que ça soit toujours assurable alors que ça sera démultiplié. Justement, on va voir ça avec vous, Julia, qu'avec ces catastrophes naturelles qui s'enchaînent été comme hiver, eh bien, les assurances habitation explosent. Oui, plus 13% cette année selon une récente étude. En moyenne, les Français déboursent 310 € par an et par logement. C'est 36 € de plus que l'année dernière tout de même. Une hausse qui est liée, vous l'avez expliqué, à la multiplication des feux de forêt, des inondations ou encore des vagues de grêle. Et sans surprise, c'est dans le sud que les assurances sont les plus chères. Et à contrario, l'ouest est plus épargné. Alors concrètement, en Corse par exemple, il faut compter en moyenne 361 € par an en assurance habitation contre seulement 244 en Bretagne. Et l'Île-de-France, vous allez le voir, est un cas très intéressant car il montre l'évolution des tarifs des assurances habitation en fonction du contexte climatique. Historiquement, le tarif des assurances augmentait surtout en Seine-Saint-Denis, département touché par les cambriolages. Sauf que cette année, c'est en Essonne et en Seine-et-Marne que la prime augmente le plus, avec une hausse de 20%. Pourquoi ? Eh bien parce que ces territoires ont été particulièrement touchés par les inondations récemment. Alors cette année, tous les Français vont être touchés par ces augmentations. Toutes les régions sont soumises, donc, comme je disais, à ces hausses de prix. Selon un sondage réalisé en juin par un assureur, 81%, 8 Français sur 10, eh bien, craignent que les assurances habitation deviennent tout simplement inabordables. Sébastien Acedo, est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur, les Français ? Est-ce que ça va continuer d'augmenter ? Les assurances habitation. Je pense qu'il faut tenir quand même un discours assez réaliste. On est devant le réchauffement climatique, c'est même plus un risque de demain, c'est déjà une réalité d'aujourd'hui. Alors on parle des feux de forêt qui ne sont pas une catastrophe naturelle, mais on voit bien que les risques qui sont la conséquence du réchauffement climatique pèsent davantage sur le régime de l'assurance. Je rappelle juste que l'assurance, c'est deux lois fondamentales, c'est l'aléa et la probabilité de survenance d'un événement, et c'est la mutualisation. La mutualisation des risques, c'est on collecte des primes, et une fois que ces primes servent à payer les différents sinistres. Mais si vous avez sur une année donnée beaucoup plus de sinistres encaissés, mécaniquement, vos primes doivent être réajustées. Et vous avez bien vu que face aux défis qui sont devant nous en termes de coûts, et bien que nous ayons un régime des catastrophes naturelles qui permette d'amortir, je rappelle que pour une quarantaine d'euros par an, par contrat, on peut financer le régime des catastrophes naturelles contre les inondations et les sécheresses. C'est l'un des plus compétitifs, il nous est envié, mais vous avez raison de dire que l'équilibre économique aujourd'hui, il est un peu sous tension, effectivement. On dit, David Kella, que c'est un système qui nous est envié dans d'autres pays, ce système mutualiste quand même, qui est une particularité française. Oui, c'est le principe des assurances. Par définition, on mutualise les risques. C'est mis à mal, clairement, et c'est menacé à terme. Oui, bien sûr. Mais je voulais revenir sur le régime catastrophe naturelle. En fait, c'est parce que l'assurance couvre déjà les incendies, l'assurance de base. Et en fait, le problème pour lequel on a besoin d'un régime spécifique, c'est que les inondations, les sécheresses, des choses comme ça, ou des phénomènes extrêmes n'étaient pas couverts. Un incendie, ça reste pas, c'est pas un phénomène extrême, c'est un phénomène normal en fait. Il y a des incendies en général. Le problème qu'on a, c'est des incendies qui sont anormaux. C'est pour ça qu'on parle de méga-feux et qui sont liés effectivement à une situation climatique. Le problème, c'est ce que disent beaucoup de scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, ça ne sera plus des phénomènes anormaux. Non, bien sûr. Mais c'est anormal par rapport au climat d'avant. Maintenant, on est dans un nouveau climat et donc évidemment, les primes d'assurance augmentent.
Parce que, alors, pas simplement parce que les risques de survenue des phénomènes s'accroissent, mais aussi parce que ce qu'on assure a de plus en plus de valeur. Et là aussi, on voit que les catastrophes naturelles ou les incendies détruisent de plus en plus de valeur, mais parce qu'en fait, à la base, il y a de plus en plus de valeur. Et ça, c'est logique dans une économie en croissance. Les maisons sont plus grandes, plus belles, avec plus d'objets dedans. Et donc, c'est pour ça que les primes d'assurance augmentent. Sébastien, il y a aussi là, on a raisonné sur l'enjeu financier, mais qu'est-ce que l'on peut faire aussi collectivement pour que les sujets d'assurance ne se posent plus avec autant de difficultés dans les années qui viennent. Et c'est ce que disait très bien Jean-Philippe Dogneton, le directeur général de la Massif, dans votre reportage, c'est qu'il faut mobiliser aussi tous les acteurs de la chaîne, les collectivités aussi. Et puis surtout, il y a un mot qu'on ne prononce pas beaucoup, c'est celui de la prévention. On s'attarde beaucoup à guérir, mais il faut aussi mieux prévenir. Et mieux prévenir, c'est par exemple le débroussaillage. C'est quelque chose de tout bête. Mais ça permet d'éviter qu'un feu de forêt se transforme en méga-feu, parce que le réchauffement climatique va les transformer en méga-feu. Mais on peut éviter. Je rappelle que dans 9 cas sur 10 d'un feu de forêt, l'origine est un défaut de débroussaillage. C'est entendu. On va partir maintenant en 2020. On va parler justement aussi de cette solidarité, peut-être qu'on a découverte ou redécouverte, puisque là, en plein confinement à l'époque, en plein confinement anti-Covid, souvenez-vous, les Français, alors pas tous, se découvrent solidaires. Une attitude qui préfigure l'entraide que l'on observe aujourd'hui face aux incendies. C'est notre archive du jour. Tout a commencé sur des balcons. Des balcons pour chanter, s'entraider, de la solidarité partout. Pour faire les courses. Le pain. Vous êtes mes sauveurs et mes bons dieux. Et mes anges gardiens. Ou offrir un transport gratuit aux soignants d'une région à l'autre par la voie des airs. L'impression d'une belle chaîne de solidarité qui s'est créée dans ces moments un petit peu spéciaux. Offrir de son expérience et de son temps en fabriquant masques et blouses par centaines. Épauler ceux qui travaillent plutôt qu'attendre sans rien faire. On est dans une situation où si on se serre pas les coudes, je pense qu'on le fera jamais. Tout va bien. C'est beau. Alors on assiste depuis 8 jours à un peu pareil, cet immense élan de solidarité, y compris sur le terrain, les agriculteurs, les habitants qui viennent avec leurs petits bras aider les pompiers, et puis partout en France, les collectes, les cagnottes, les appels aux dons, les gens qui appellent en disant je peux héberger, etc. Jade Grandin de l'Éprevier, c'est une solidarité qui a changé, qui a évolué. Ça vous surprend ou pas? Oui, par rapport au Covid, est-ce qu'il y a une évolution? Et puis est-ce que ça vous a surpris? Je pense que ça montre que face à une catastrophe, du coup le terme est connoté maintenant, mais face à quelque chose d'exceptionnel et une situation vraiment d'urgence, c'est plutôt rassurant de voir que, pour moi, c'est un peu vraiment similaire au Covid. C'est la population agit et n'attend pas des ordres de l'État ou que l'État fasse tout pour elle, et qu'il y a des initiatives individuelles, donc non seulement des gens qui eux-mêmes vont aider les pompiers comme ils peuvent en donnant de la nourriture ou en aidant avec leurs engins, et aussi les entreprises elles-mêmes se sont mobilisées pour apporter des matelas, des lits, des masques FFP2. Donc c'est assez enthousiasmant. Ça s'explique aussi parce que la préfecture locale était vraiment concentrée sur la gestion de l'incendie. Donc les citoyens se sont aussi organisés un peu pour pallier au fait que les services de l'État ne peuvent pas tout. Et donc c'est intéressant parce que c'est complémentaire à ce qu'a pu faire l'État, même si évidemment, c'était en dehors des normes, c'est-à-dire qu'on a fait des coupes rases dans les forêts sans demander d'autorisation préfectorale. C'est possible dans l'urgence, mais est-ce que sur le temps long, ça reste viable de faire comme ça plein de choses sans les normes? Merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre ce soir sur le plateau de 28 minutes. À suivre, les chroniques de Marjorie Adelson et Théophile Cossa. Nous verrons, ça paraît assez fou, comment des chercheurs spécialistes des marmottes, et oui, déjà, ont ouvert un compte OnlyFans pour financer leurs études. Voilà, c'est une belle histoire contemporaine. Il y a eu un enchaînement de mots assez étranges en même temps. Avant de se demander comment est-il possible de perdre le contrôle de l'intelligence artificielle, et ça, c'est vraiment pas des plus rassurants. Mais avant cela, rejoignons Victor de Quiver. C'est un homme, vous allez voir, qui n'hésite jamais à apporter une réponse aux questions existentielles. La preuve ce soir, vous direz moins bête, faut-il faire pipi sur du blé ou sur des crapauds pour savoir si l'on est enceinte? Faut-il faire pipi sur du blé ou sur des crapauds pour savoir si on est enceinte? La question vous paraît farfelue, et pourtant. Comment savoir si vous êtes enceinte lorsque vous vivez en Égypte antique, en 1350 avant notre ère? Rien de plus simple. Vous prenez des grains d'orge et de blé, vous les mettez dans des sacs différents, vous les arrosez quotidiennement de votre urine. Si rien ne germe, vous n'êtes pas enceinte, mais si l'orge germe, c'est un garçon, et si c'est le blé, c'est une fille.
Ça vous paraît fantasque? Et pourtant, en 1963, des chercheurs testent cette méthode antique. Et le résultat est probant dans 70% des cas. Les hormones dans l'urine de la femme enceinte imitent les hormones végétales. Les Égyptiens avaient tout compris. Bon, pour le sexe du bébé, par contre, c'est raté. Autre technique étonnante, faire pipi sur des crapauds. Oui, nous sommes cette fois-ci en 1927 en Afrique du Sud. Le zoologue anglais Lancelot Ogden découvre le crapaud à griffes du Cap. Un crapaud qui a une particularité, la femelle peut pondre toute l'année. Ogden décide alors d'injecter de l'urine de femme enceinte dans un crapaud femelle. Et là, magie, les hormones de grossesse déclenchent la ponte. Le test Ogden affiche des résultats probants à 95%. C'est révolutionnaire. Dans les années 1940, ce test devient une routine, mais il faut un crapaud et des souris aussi, et parfois des lapines. On leur injecte l'urine, puis on les tue pour examiner leurs ovaires et voir si elles ont ovulé. Charmant. Efficace ces tests, mais quelle galère. Il faut des animaux, des laboratoires, c'est long. Heureusement, dans les années 1960, un nouveau test arrive. Plus d'animaux, juste des anticorps et des globules rouges. Mais il faut toujours un labo et 2 semaines d'attente. C'est là qu'entre en scène Margaret Crane. En 1967, cette designer de 26 ans conçoit un boîtier pour réaliser le test à la maison. Mais le labo refuse. Une femme ne serait pas capable de lire le résultat. En 1971, le test est commercialisé au Canada. Margaret est créditée sur le brevet, mais ne touchera aucune rémunération. Voilà, vous enfants très moins bêtes. Voilà, sinon vous pouvez tester la méthode assez classique, hein, ça marche aussi. Merci Victor Dequiver et merci aussi à Titien Cordani pour la réalisation de cette magnifique chronique. Il est temps de les retrouver enfin, diront leurs fans, bien sûr. Voilà, Marjorie Adelson et Théophile Cossin, on commence avec vous. Marjorie, on part aux États-Unis, oui, où des scientifiques en manque de financement ont choisi, alors on peut dire ça, oui, d'être particulièrement créatifs. Oui, que fait un scientifique américain quand l'État lui coupe son budget? Eh bien, il crée un compte sur OnlyFans, la plateforme érotique. Alors, pas pour lui, mais pour sa marmotte. C'est l'idée qu'a eu une équipe de scientifiques du Colorado et de Californie. Alors, je ne vous demanderai pas si vous fréquentez OnlyFans, mais sachez que depuis quelques jours, entre 2 photos de personnes toutes nues, vous pouvez tomber sur ces adorables petits rongeurs. Nom du compte, vous le voyez, Only Marms. Ça donne plutôt envie de cliquer, non? Oui. On est d'accord, voilà. En tout cas, vous n'êtes pas sûr. La promesse est claire, du contenu sans filtre de marmottes à ventre jaune. Concrètement, des marmottes qui jouent, qui creusent des trous, et pour les amateurs de vidéos torrides, des marmottes qui se battent. Ah oui, quand même. Mais alors, c'est quoi le but de tout ça, en fait? Eh bien, l'argent et notamment l'appel aux dons, car ce projet existe depuis 1962. Il analyse notamment les réactions des marmottes face au changement climatique. L'équipe de scientifiques espère ainsi collecter des fonds pour poursuivre ces recherches. L'idée, c'est pas de remplacer complètement les fonds publics, mais surtout de sensibiliser la population à ces rongeurs et plus largement à la biodiversité. Mais l'équipe des chercheurs ne s'est pas arrêtée là. Voilà, elle donne vraiment tout pour la science. Ouais. Vous connaissez la Fashion Week? Oui, bien sûr. Eh bien, est-ce que vous connaissez? Il y a désormais la Fat Marmotte Week, la semaine de la grosse marmotte en français. Si vous voulez, c'est une sorte de Miss France, mais version rongeur. Une spécificité toutefois, car il s'agit de voter pour la marmotte la plus dodue avant hibernation. Jean-Mathieu, ça vous tente évidemment? C'est vrai que je suis un spécialiste de la marmotte, donc vous faites bien. C'est vrai que celle de droite était pas mal. Vous avez jusqu'au 24 août pour voter. D'accord. Alors en tout cas, c'est pas la première fois que les scientifiques font preuve d'originalité pour se financer. Non, en 2005, par exemple, des chercheurs boliviens avaient découvert une nouvelle espèce de singe et plutôt que de la baptiser eux-mêmes, ils avaient mis son nom aux enchères. Résultat, plus de 600 000 $ récoltés pour leur recherche. Et des exemples comme ça, il y en a plein. À San Antonio, au Texas, vous pouvez baptiser un cafard du nom de votre ex et ensuite le faire manger par un animal du zoo. Ça vous coûtera 10 $, 150 si jamais vous voulez garder la vidéo. C'est mieux qu'Amsi en fait. En cas de rechute, c'est moins cher, c'est sûr. Alors l'opération, évidemment, elle est rapidement devenue virale. Après, c'est vrai que les marmottes, on ne va pas se mentir, c'est quand même plus mignon que les cafards. Et en plus, ça bosse. On savait qu'elles mettaient déjà le chocolat dans le papier alu. Et bien dorénavant, elles sont aussi créatrices de contenu. Quelle vie que celle des marmottes. Merci beaucoup Marjorie Adelson. Et Théophile, il est temps de se faire peur un petit peu avec vous, puisque c'est un vent de panique dans l'univers de l'intelligence artificielle. Certains des plus grands pontes de l'IA aux États-Unis viennent de publier une pétition pour ralentir
son développement après des pertes de contrôle de l'outil. Racontez-nous, perte de contrôle de l'IA, comment ça marche? Ouais, on dirait un scénario de science-fiction genre Matrix ou Terminator, mais c'est bien réel. On est le 9 juillet dernier, des ingénieurs d'OpenAI, vous savez, l'entreprise qui édite ChatGPT, font passer des tests de routine à leur modèle d'intelligence artificielle. Ce jour-là, ils décident de faire travailler en tandem 2 modèles qui existent déjà, très avancés, un commercialisé, l'autre encore expérimental. L'objectif, c'est d'évaluer leur capacité à détecter les failles d'un logiciel, mais dans un cadre numérique strictement contrôlé par les ingénieurs, où l'accès à Internet est limité pour des raisons de sécurité. Tiens, c'est comme si vous, Marjorie et Jean-Mathieu, je vous enfermais dans une pièce, que je regarde attentivement, je vous donne quelques livres, et puis je vous donne un exercice à résoudre. Eh bien, pour schématiser, les IA ont réussi à se barrer de la pièce, à aller à l'autre bout de la ville pour pénétrer dans une bibliothèque spécialisée en IA ultra sécurisée, à choper tous les livres dont elles avaient besoin, à braquer sur le chemin 3 autres entreprises d'IA pour récolter des infos, puis à revenir dans la pièce et à résoudre l'exercice. Tout ça sans que les ingénieurs ne s'en aperçoivent. En gros, les IA ont délibérément triché, échappant à tout contrôle. La bibliothèque IA qui s'est fait braquer dans la vraie vie s'appelle Hugging Face. Elle a cru à une cyberattaque classique et a donné l'alerte quelques jours plus tard. Et c'est seulement là que chez OpenAI, ça a fait tilt. La boulette. Preuve que l'incident est très sérieux, l'entreprise l'a qualifié de cyber-incident sans précédent. Voilà, et c'est là où on voit que la puissance de l'IA devient totalement démentielle. Oui, on a appris cette semaine qu'un prototype de Claude Mythos, le modèle IA de la société Anthropic, avait réussi à percer en partie les secrets de 2 algorithmes de chiffrement de données les plus solides. En gros, pour faire simple, les trucs les plus inviolables d'Internet, développés depuis des décennies, qui nous permettent de sécuriser nos transactions bancaires, nos communications, etc. Alors certes, ces attaques étaient téléguidées par des chercheurs dans le cadre d'un exercice, mais ils ont observé que l'IA s'était débrouillée quasi toute seule. Et certains, on les comprend, commencent à paniquer. Oui, c'est peut-être le plus flippant. Même les meilleurs ingénieurs du secteur supplient de ralentir. 1200 cerveaux ont signé cette semaine une pétition pour freiner le développement de l'IA. Parmi eux, les directeurs scientifiques d'OpenAI, de Meta et le PDG d'Anthropic, ils s'accordent pour dire il existe un risque réel que le développement des capacités de l'IA s'accélère rapidement au-delà de notre capacité à comprendre ou à contrôler les systèmes qui en résulteront. Question de curiosité, vous, pour le futur, vous préférez Matrix ou Terminator? C'est pas très joyeux, mais peut-être Matrix, je pense. Voilà, au moins on survit, on va dire ça. Merci en tout cas, merci mes amis, à suivre sur Arte, votre série animée Putain de chat, et ne ratez pas votre nouvelle série à l'humour corrosif à souhait, même quand une femme devient veuve et est obligée de supporter sa belle famille. Oui, ça peut rappeler certaines choses. Nous, on se retrouve bien sûr demain. Pourquoi? Pour le club 28 minutes, et oui, c'est que de bonheur. Allez, tchuss.